Le train est parti. Moi, je suis dans ce wagon et j'ai un papier et un crayon. Et j'écris un mot à mon ami. Et je jette ce papier entre les formes du plancher de ce wagon. Et ce papier tombe entre les rails. Eh bien, un cheminot qui travaillait sur cette voie voit un papier, voit une adresse, le met dans une enveloppe, met des timbres. Et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que Nelly avait reçu ce message. Chérie, nous sommes dans le wagon. Nous venons de dépasser Anvers. Sommes pleins de courage et d'espoir. Nous reviendrons. Je t'embrasse. Amitié aux amis. Paul. Envoyez à l'adresse, s'il vous plaît. Nous sommes déportés. Merci. On nous a dit de faire, de tout préparer, de prendre nos bagages, et on nous a fait descendre dans la cour. Et voilà, on nous a conduits au train, parce que le train n'était pas loin là, de la caserne d'Ossem. Et on nous a fait rentrer dans les wagons à bestiaux. Et voilà, on nous a rien dit, non. On nous a fait rentrer là et voilà, le voyage a commencé. Kleine kinderen huilden, ze hadden honger, ze hadden dorst, 3 dagen lang, zonder eten, zonder drinken. Er zijn mensen, oudere mensen, die gestorven zijn in die wagons. On a passé la frontière, on est rentré en Pologne. Ben oui, on voyait les noms des gars que... mon papa m'a dit, ça c'est la Pologne ici. Et la 3e nuit, le train s'arrête définitivement. Les portes du wagon s'ouvrent. Moi, je suis ébloui par les projecteurs. J'entends des voix gutturales qui disent « Schnell, les roses, très vite sortir ». Ils ont ouvert les portes, ils ont commencé à crier qu'on devait descendre. Enfin bon, c'était infernal. Alors ils ont commencé à séparer les gens, à faire la sélection. Et de suite, on a été séparés de mon père et de mes frères. Ma maman a été mise à gauche avec ma sœur. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père et mon petit frère. Je n'ai plus jamais revu ma maman après ça. Donc, si j'avais su quelque chose, je l'aurais peut-être embrassé, je lui aurais dit adieu, je ne sais pas moi. Ça a tellement été vite qu'on n'a pas eu l'occasion de se dire au revoir. Non. Non, j'ai plus jamais revu mon père, ni mon jeune frère. Plus jamais. Alberto Israël, qui est bruxellois lui aussi, que j'aime beaucoup. Et lui nous a raconté, lui m'a parlé. Il a assisté à la sélection de sa mère et de ses sœurs. Et de son père. Son père il avait un grand frère. Le grand frère a été sélectionné pour le travail. Et le sélectionneur lui a dit de rejoindre son frère. Et lui, il a voulu être près de sa mère. Et il a couru près de sa mère. Et son père l'a engueulé. Il lui a dit « Va chez ton grand frère. Ne reste pas près de maman. »
J'imagine, voilà, le dilemme d'un gosse de 15 ans qui ne sait pas qu'il est en train de choisir entre la vie et la mort et qui se fait engueuler par son père la dernière fois qu'il le voit. Et il a obéi à son père et ça l'a sauvé. Er stond ook een camion klaar voor mensen die moeilijk te been zijn of niet kunnen gaan. Die mogen opstappen, die camion. Die mensen wisten ook niet wat hun te wachten stond. Hè? En mijn zuster heeft die met die gehandicapte vrouw geholpen in de camion te gaan en bij haar te blijven. En die camion is direct vergast en verbrand. Dus ze hebben mijn zuster nooit meer gezien in Auschwitz. Ik veronderstel dat ze mijn ouders en mijn jongere broers zelfs ja, naar de gaskamer gestuurd hebben. En mijn oudste broer, die toen was alleen 19 jaar oud, dat ze hem te werk gesteld hebben. On nous a conduits dans un local. Et là, c'est trop dur à raconter. On a dû tout enlever. On nous a enlevé tous nos vêtements. Mais moi, j'avais la petite photo de Nelly. Alors, je l'ai pliée en 8. Et je l'ai gardée dans mon poing droit. Et ça, ils n'auront pas. On nous a rasés. Des cheveux, partout il y avait des poils, on nous a rasés. Après, on nous a mis un numéro. Et puis, on est sortis. On était dans une autre salle. Et il y avait un tas de vêtements par terre d'un côté et de l'autre des chaussures. Tout mélangé comme ça. Donc il fallait prendre une robe ou n'importe... Il fallait s'habiller et choisir des chaussures pour mettre aux pieds. Et alors, quand je suis sortie de là, c'est alors que je me suis rendu compte. Parce que toutes ces femmes avec les cheveux qu'on avait connus, elles étaient toutes rasées. Et moi, je n'ai même pas reconnu ma mère. Une déchéance totale. On ne pouvait pas faire pire à un être humain que ce qu'ils ont fait. Le bagnard qui se trouve à côté de l'SS prend mon bras gauche. Il a une sorte de pointe dans les mains. Et très rapidement, il me met dans la chair de mon bras gauche le numéro qui correspond à moi dans ce livre. B3635. Mon père, c'était 177789. C'était pas Henri Kichka. Il n'avait plus d'identité. C'était plus un homme, c'était un numéro. C'était un animal qui devait disparaître. C'était ça la logique de l'extermination. Et ça permettait aux bourreaux d'exterminer sans se poser de questions. Vu que c'était plus des êtres humains, alors on pouvait y aller. Je was een insect, een kakkerlak dat vertrapt kon worden.
Je had niks menselijks meer. Geen naam niet meer. Alleen een nummer. Het nummer van Emile was 178.886. Dat is het nummer dat ik op zijn grafsteen gezet heb. Après ces 3 jours et 3 nuits de voyage, après cette séparation des femmes, après cette transformation en bagnard, on se couche par terre pour dormir. À 5 heures du matin, les portes s'ouvrent. Les SS rentrent avec leur matraque. Et alors commence l'éducation. Comment devenir un bon esclave? Apprendre à saluer avec ce bonnet qu'ils appellent Mützen. Apprendre à saluer les SS, mais sans les regarder dans les yeux. Avoir une attitude d'esclave. Tous les matins, il y avait le rassemblement sur la place du camp, et qui restait 1 heure ou 2 heures debout, sans bouger dans la neige, et que les Allemands faisaient compter pour voir si tout le monde était là, si quelqu'un manquait, qu'il ne fallait pas bouger, qu'on ne pouvait pas s'asseoir, qu'on ne pouvait pas aller aux toilettes, qu'on n'avait rien à manger. Ça, c'était l'horreur. Comme ça, quand on vient avec des personnes civilisées, et tout d'un coup, on est là comme du bétail. C'était vraiment la descente aux enfers. Ça, c'était vraiment... On doit se coucher par terre, avec le face contre le sol. Il marche sur nous. S'il y a une tête qui bouge, il frappe. Il faut que l'on comprenne que nous ne sommes plus des êtres humains, mais des Untermensch, comme ils disent. Untermensch, moins que des hommes. Et ça doit venir se mettre là, à la place de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Toen hij een tijdje in Auschwitz was hij toevallig in contact gekomen met een medegevangene die al langer in concentratiekamp was. En toen vroeg Emile hem waar dat kamp was, waar de vrouwen en de kinderen naartoe gebracht werden. Want hij verlangde naar zijn vrouw en zijn 3 kinderen. En die man die keek hem verbaasd aan. En die zei, weet je dat dan niet? Kijk naar die rook, die komt uit die schoorsteen daar. Dat zijn je vrouw en je kinderen. .900.000 mensen worden vermoord kort na aankomst in Auschwitz. Daarnaast worden nog eens 400.000 gevangenen door de SS geselecteerd om als slaven te werken, in dienst van grote Duitse concerns. Die industrialiseren het hele gebied rond Auschwitz. De nazi's hebben berekend dat elke gevangene die als slaaf wordt ingezet 6 tot 8 Reichsmark per dag oplevert en slechts 70 pfennig kost aan eten en kledij. Met het weinige eten dat hij of zij krijgt, zou een sterke gevangene het 9 maanden moeten kunnen volhouden en zo bijna 1500 Reichsmark opbrengen voor de nazi-economie, voor hij of zij sterft. On travaillait 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Donc c'était une semaine le jour et une semaine la nuit. Ce que mon père a fait dans les camps, c'était des travaux de construction. C'était des travaux de terrassement pour préparer, pour faire avec des grosses pierres, pour faire des graviers, pour préparer les voies ferrées. Parce que les chemins de fer, c'était ce qui permettait de transporter les hommes, le ravitaillement et les armes.
Tous les jours, il venait demander des personnes d'une profession définie pour remplacer la personne de cette profession qui venait de mourir ou qui avait été assassinée, etc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que la profession était importante pour eux. Et tous ceux qui n'avaient pas, comme les avocats, les professions libérales, tous ceux qui n'avaient pas vraiment une profession manuelle, ceux-là, ils allaient dans des commandos spéciaux et après quelques jours, ils étaient déjà éliminés parce qu'ils devaient aller travailler sur les routes, etc. Mon père me racontait qu'il portait, alors qu'il pesait 30 kilos, des sacs de ciment de 50 kilos. Ça, c'est une chose dont je me souviens. Les Juifs, c'était ces fourmis-là, qui portaient des poids plus lourds qu'eux-mêmes. Mais quand quelqu'un fléchissait et tombait, une fois, deux fois, la troisième fois, on le tuait. Il était plus bon pour le travail, on n'avait plus besoin. C'était une bouche de trop à nourrir. Un jour, il demande à un menuisier, je lève la main. Si je lève la main, je suis un menuisier. Donc on me prend, on ne contrôle pas. Je connaissais le nom de tous les outils. Mais est-ce que j'étais un menuisier pour ça? Non. Mais il faut risquer. Et j'ai risqué. Et je prends une de ces petites boîtes bien faites. Et je commence à la décorer. Je fais un petit paysage autour, une petite fille. Mais ce menuisier, il croit que je salope son boulot. Il va chez le capot, le grand Ukrainien. Et je les entends parler entre eux. Je vois arriver ce grand gaillard, son bâton déjà levé pour me fracasser la tête. Il m'arrache les mains ce que je suis occupé à faire et il regarde. Et il est étonné. Il me regarde comme ça. Et il se met à réfléchir. Et il me regarde. Et finalement, il me remet la petite boîte. Et il me tape sur l'épaule. Et il me dit, weitermachen, continue. Moi, j'étais surpris. Et là, il y avait quelques milliers de civils aussi qui travaillaient, des civils volontaires ou des travailleurs obligatoires de toute Europe. Et ce que ce capot faisait faire par ses esclaves était vendu à ces civils. Voilà ce que les prisonniers faisaient. Mais ce n'était pas vendu pour de l'argent. Parce que l'argent n'avait pas cours dans les camps. C'était vendu pour des cigarettes. C'était la cigarette qui était la monnaie du camp. Si vous pouviez avoir une cigarette, vous pouviez faire du troc avec un fumeur, bien sûr. Ça, c'était donc comme ça que mon capot, finalement, il gagnait beaucoup plus de cigarettes qu'avant, sans rien faire. Il ne devait même pas me frapper, rien du tout. Donc, quand il servait la soupe, il allait au fond du bidon, il prenait une petite pomme de terre, une petite morceau de viande, et j'étais mieux nourri. Le capot, ce sont ceux qui sont les collaborateurs des SS. Ils avaient sorti des prisons les criminels, les assassins, les droits communs, etc. En leur disant, voilà, vous allez avoir une promotion. Vous allez dans les camps de concentration. Mais c'est vous qui allez les diriger. Il leur promettait un régime privilégié, plus à manger, des meilleures conditions, un meilleur lit, à condition qu'ils fassent le travail de surveiller, de voir que tout le monde obéit, que tout le monde est au rendez-vous, est au rassemblement à l'heure. Donc ils avaient un bâton, et voilà, il y avait des capots juifs, il y avait des capots non juifs. Là, mon père m'a dit que les capots polonais étaient les pires. Zo zijn er ook capo's geweest in concentratiekamp
die de oorlog overleefd hebben, maar die niet goed gehandeld hebben tegenover hun medegevangenen, die ook afgemaakt zijn. Er is zelfs in Tel Aviv na de oorlog een op straat afgemaakt. Die erkend is door zijn vroegere medegevangenen. Ik spreek er liever niet zo graag over. Het is geen mooie bladzijde van de Joodse geschiedenis. Ça fait partie de ce plan diabolique. Ce plan diabolique nazi. De faire en sorte que les Juifs tapent les Juifs. Qu'on promette un régime de faveur à certains en contrepartie du fait qu'ils collaborent d'une façon plus zélée avec les nazis. C'est de la folie. On recevait dans une assiette comme ça un truc à boire, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était pour 5 personnes chaque fois. Et puis un morceau de pain. Ça, c'est tout ce qu'on recevait pour le matin. Et à midi, c'était de la soupe. Ça, c'était tout ce qu'on recevait à manger dans la journée. Et si on ne mangeait pas son pain, on nous le volait. Vous avez tout le temps faim, tout le temps faim. Donc, on ne pense pas à sa femme, à sa fille, on pense qu'à manger. Et vous voyez votre corps qui s'en va, petit à petit, comme ça. Quand on a vraiment faim, il y a l'eau qui vient comme ça dans la bouche. Ça, c'est terrible. Ça, j'avais jamais ressenti ça. C'est une drôle de sensation. Parce qu'en plus, on n'avait même pas à boire. On pouvait même pas boire. On n'avait pas de l'eau à boire, rien. Er zijn geschiedenissen dat de vader het brood van zijn kind op had. Ze werden zo in een situatie gebracht dat die mensen niet meer normaal waren. Op den duur. De mensen die zot worden, die niet meer weten wat het is, wat een mens zijn is. En mijn man heeft dat gezien. Il y a des gens qui essayaient de s'évader, mais s'évader de là, c'était pas possible. Parce que s'ils partaient, on les reprenait, on les amenait au camp et ils étaient battus devant tout le monde. Battus à mort. Hein. On pendait des gens aussi. Mais tout dépend de ce qu'ils faisaient. Hein. Parce que quand il y en a qui étaient longtemps là, qu'il y en a qui étaient là 2 ans, 3 ans, ils avaient des postes déjà de confiance. Donc les Allemands leur faisaient confiance et ceux-là, ils en profitaient justement pour faire de la résistance, pour faire... Et bien s'ils étaient attrapés, là, c'était la guillotine. Hein. Ça, il n'y avait pas de pardon. April 1943. Uit het Joodse ghetto van Warschau zijn al bijna 300.000 burgers gedeporteerd. De meeste naar het uitroeiingscentrum Treblinka. De overgebleven Joden komen in opstand in de grootste Joodse verzetsactie van de Tweede Wereldoorlog. Ruim een maand lang vechten de ghettobewoners tegen de Duitsers. 7000 opstandelingen sneuvelen. De 42.000 overlevenden worden weggevoerd naar kampen in de buurt, waar de meesten worden vermoord. Het ghetto wordt nadien met de grond gelijk gemaakt. Voor dat werk voeren de nazi's Joodse gevangenen aan vanuit Auschwitz. De SS'ers organiseren een selectie om de sterkste mannen eruit te halen. Ja, hij was verzwakt en zo en hij geraakt niet in de goede groep. En dus hij denkt, ja, ik wil hier niet blijven, ik kan niet blijven, ik moet weg.
En dan zijn wilskracht, zijn overlevingsinstinct. Hij zegt, ik moet terug door die selectie. En bon, je kunt begrijpen, er zijn veel mensen, veel geroepen, veel geroep, en er is chaos. En hij gaat terug in de rij staan. En dan, ze moesten lang door een barak lopen. En hij loopt door die barak. Hij zei, ik liep zoals een atleet. Hij pompte zijn borst op. En hij wordt geselecteerd voor naar Warschau te gaan. En dus het werk bestond uit de stenen op te rapen en te kuisen en op te stapelen. Dat was het werk in Warschau. Zoals het werkkamp in Warschau zijn er nog tientallen andere. Veel gevangenen overleven het strenge regime in die werkkampen niet. Maar zo onmenselijk zwaar als in Auschwitz-Birkenau is het nergens. Auschwitz-Birkenau is zowel een concentratiekamp, waar mensen gehuisvest worden zolang ze nuttig zijn als slaaf, als een uitroeiingscentrum, waar elke dag duizenden mensen worden vergast en verbrand. Mijn vader vertelde dat in de werkkampen solidariteit was. Onder bepaalde mensen, niet iedereen natuurlijk, maar er was broederschap. Maar tegenover dat, in Auschwitz, was dat het ergste. En daar speelde dat niet meer mee, die broederschap. Dat was echt ieder voor zich en overleven. Il faut oser voler, il faut oser aller comme ça, faire du mal aux autres, enfin, pour survivre. Que si on a pitié des autres, on n'a pas pitié de moi. Hein. Donc, il faut vraiment avoir un caractère bien trempé. Et ça, ceux qui étaient là depuis longtemps, ils étaient comme ça. Mijn adoptievader Emile Vos, die heeft mij verteld dat op een zeker moment ben je zo versuft en ben je zo gedemoraliseerd en zo gewend geworden aan de toestand waarin je verkeert, dat je niet meer nadenkt. En je kijkt ook niet meer naar een ander. Je kijkt alleen naar jezelf. Je bent als een dier dat kruipt over de grond. En het enigste doel is overleven. Il y a eu donc la période où j'étais dans les camps, où je devais ne penser qu'à moi, qu'à ma survie à moi, à personne d'autre. Comment est-ce que vous pouviez être solidaire vis-à-vis des gens qui venaient d'un tout autre pays, qui ne parlaient même pas votre langue? La seule solidarité que vous pouviez avoir, c'est avec quelqu'un de votre famille. Quand vous aviez la chance de trouver quelqu'un de votre famille. Quand je voyais mon père, un dimanche sur deux, je lui donnais aussi des cigarettes et je lui donnais aussi du pain. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'à Auschwitz, mon papa et moi, nous avons pu mieux survivre. Je me souviens qu'un jour, j'étais avec ma mère, on est allé se promener et j'ai rencontré un cousin. Alors c'est lui qui nous a aidés. Il nous a donc fourni... moi, il m'avait donné une veste et je crois d'autres chaussures. Il fallait vraiment connaître des gens et avoir le filon. Parce que si on ne connaît pas, voilà, on meurt là.
Ik heb 1 keer tegen mijn vader gezegd... Ik weet wie van je 3 kinderen het overleefd zou hebben. En dan heeft hij naar mij gekeken en hij zei... Dat kun je nooit weten. Het is niet omdat je fysiek sterk bent of mentaal sterk bent... dat je het zou overleven. Het was pure loterij, geluk. Je kan sterk zijn en ineens... door een bewaker die slechtgezind was... worden doodgeschoten. Hij zei... Het was dag per dag overleven. Tout d'un coup, un garde sur un mirador, et alors un SS ou un capot qui jette quelque chose, son bonnet, et il demande à un prisonnier, tiens, va chercher mon bonnet. Et alors il dépasse une certaine ligne, et le garde le tue. Par sport, ils faisaient ça. Les capots, c'était par sport qu'ils faisaient ça. Une jeune femme, un jour, a retrouvé sa mère. Et les Allemands, elle criait. Parce qu'ils se sont retrouvés comme ça. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abattu la femme. Ça, c'était les Allemands. C'était... Voilà, c'était inhumain. Inhumain. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme ça. C'était tellement inhabituel, c'était tellement hors de la norme. D'ailleurs, tout le camp était quelque chose de tout à fait extraordinaire, en dehors de la norme. Vous savez, vous avez une vie, vous vivez normalement pour vivre. Là-bas, vous devez tout faire pour essayer de ne pas être tué. C'est tout. Nous, c'était dans un monde différent. Dans un monde différent qui vous oblige de penser différemment. Dans l'enfer des camps, il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Et c'était la chose la plus facile, c'était de faire n'importe quoi, d'essayer de se jeter sur les fils barbelés électrifiés, ou de ne pas obéir à un ordre pour se faire tuer. Il y avait des jeunes, pour moi c'était des jeunes encore, ils devaient avoir moins de 30 ans. Ils ont été se jeter sous les fils de fer électrifiés. Ils se sont suicidés. Ils ne pouvaient pas supporter le traitement qu'on avait. Et moi, ça m'a fait quelque chose parce que je ne comprenais pas. Moi, je m'accrochais à la vie, moi. Ze sliepen met 5 of 6 naast elkaar op een plank, op een beetje stro. Als je beneden lag, dan gebeurde het dat 's nachts iemand moest plassen en dat hij niet opstond, en dat hij gewoon plaste en dat jij alles op je kreeg. Het gebeurde ook dat iemand die boven lag stierf en dat hij zijn lichaamsvocht verloor en dat op jou droop. Mijn papa overleefde het vlektyfus, maar kort nadien krijgt hij het schurft. Dat is een huidziekte, maar het is ondraaglijke jeuk. Het was zo erg dat hij voor het eerst dacht aan zelfmoord. Zo erg was het. En dan heeft hij dacht, ja, ik zie die elektrische omheining, ik ga er naartoe. En hij begon te gaan en ineens had hij weer levenswil. Zo, dat was zijn sterkte. Hij had 3 dagen broodrantsoen
opgespaard en hij heeft dan dat voor een potje zwavelzalf verhandeld. En dat kon hem genezen. Ma mère, elle m'a beaucoup protégée parce que comme moi j'avais la dysenterie, alors on est allé chercher du charbon, des trucs pour manger, pour arrêter la dysenterie. Parce que si on restait dans l'infirmerie, on ne sortait plus. Hein. C'était, comme ils disent, l'antichambre de la mort. Hein. Il y a peu de gens qui sortaient de là. Il ne fallait pas être malade dans le camp. Ik weet trouwens van Emile hoe mijn vader aan zijn einde gekomen is. Dat is heel moeilijk voor mij toen hij dat vertelde. Maar ja, ik weet ongeveer wanneer hij gestorven is en hoe het gebeurd is. Mijn vader was moreel en fysiek gekraakt. En hij had zich gemeld in de krankenstube. Hij kon niet meer, hij was ziek. Maar als je ging melden in de krankenstube, was je lot bezegeld. Dat betekende dat je naar de gaskamer ging. En hij is daar 1 of 2 dagen gebleven in de krankenstube. En toen hebben ze hem op platte karren, met 4 wielen eronder, samen met anderen, die hebben ze op elkaar gelegd. Met de ene zijn hoofd hier, de andere zijn hoofd daar, opgestapeld. Ja. Mensonwaardig. En zo is hij vervoerd geworden naar de gaskamer. En daar hebben ze hem vergast. En vervolgens verbrand. Les chambres à gaz, je n'ai jamais vu quand j'étais là. Pas quand j'étais internée là, à Birkenau. J'ai jamais vu. Mais par contre, ce qu'il y avait, c'est que quand il brûlait, on voyait beaucoup de fumée toujours dans le ciel. Ça, oui. On avait ces odeurs de brûler comme ça. Oui, ça, il y avait. Je savais très bien qu'il fallait obéir aux ordres, essayer de travailler et essayer de survivre. Autrement, la finalité, c'était la mort par la chambre à gaz. Et ça, c'était... On savait qu'on est rentré dans Auschwitz. On te faisait comprendre ça. On se faisait comprendre. On ne disait pas, attention, tu vas lâcher. Non! C'était comme ça. Dans les chambres à gaz, on leur disait de bien plier leurs vêtements, parce que ce sera plus facile après la douche de les retrouver et de se rhabiller. On leur disait pas que c'était pas de l'eau, mais du gaz cyclone. Het ergste is me voor te stellen hoe ze vermoord werden. Onze ouders daar moesten daar zien en al die mensen daar. En waarschijnlijk beseften dat ze in de dood gingen. De eerste die in contact komen met die gas zijn de kleinste, zijn de kinderen. Dus wat doet de moeder? Die neemt haar kind op, steekt het in de lucht om het zo lang mogelijk zuurstof te geven.
Het zijn ook de grootste en de zwaarste die zich proberen naar boven te heffen om zo lang mogelijk te kunnen ademen. Dus het zijn de kleinste, de weerlozen, die van onder zijn, die het eerst sterven. En je krijgt dan een piramide waarvan de grootste en de zwaarste van boven liggen. Als ik eraan denk, 6 miljoen. Oh. Ook na hun dood proberen de nazi's nog geld te verdienen aan de Joodse gevangenen. Nauwkeurig wordt gezocht naar gouden tanden en waardevolle stukken. Brillen en kleding worden gerecupereerd. Haar wordt verkocht aan de textielindustrie. De kost van het verbranden van de lijken wordt door de nazi's geraamd op 2 Reichsmark per dode. Eind 1944 rukken de geallieerde legers op en wordt Nazi-Duitsland steeds verder ingesloten. In het oosten naderen de Russen Auschwitz. Het kamp van Buna-Monowitz, waar dus olie gehaald werd uit de kolen, dat waren doelwitten van de geallieerden om te bombarderen. En hij vertelde ook dat als er gebombardeerd werd, waren de heftelingen, de Joodse gevangenen, heel blij. Dat vonden ze fantastisch. Ze voelden toen een directe contact, een directe aanwezigheid met degene die hen eventueel zouden verlossen. Quand les Russes ont commencé à approcher d'Auschwitz-Birkenau, ils ont commencé à vider les camps. Donc ils faisaient des sélections nuit et jour. Et nous autres, on a été aussi sélectionnés. Et c'est à ce moment-là que j'ai été séparée de ma mère. Et je sais que ma mère, elle a été envoyée à Bergen-Belsen. Là, il y avait le typhus. Et voilà, les gens n'avaient pas à manger. Et de suite, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont rescapés de Bergen-Belsen. Je sais que c'est là qu'elle est morte. C'est dommage qu'elle n'ait pas resté avec moi. C'est elle qui m'a protégée. C'est grâce à elle que je suis ici. Oui, toute seule, non, j'aurais pas survécu. De SS wil de bewijzen van de Holocaust laten verdwijnen. Ze blazen de crematoria op en verplaatsen de gevangenen vanuit bezet Polen naar kampen in Duitsland. Meer dan 700.000 gevangenen moeten te voet, zonder eten of drinken, in de winterse kou enorme afstanden overbruggen. Tijdens deze dodenmarsen sterft ongeveer 250.000 mensen. De concentratiekampen in Duitsland waar de overlevenden toekomen, geraken overvol. Donc on est parti à pied en pleine nuit, en plein hiver, par -20, -25, de la neige partout, et on devait marcher au crevé, parce qu'on était là en contact avec les soldats SS, qui nous gardaient. Mais eux, ils étaient bien habillés. Ils avaient des musettes avec de la nourriture, des thermos, et puis on les changeait régulièrement.
Mais ce qu'ils avaient surtout, c'était un revolver dans la main. Parce que si tu n'avais plus envie de marcher, tu étais fatigué, tu te mettais sur le bas-côté de la route, quand un essai se passait, ils t'envoyaient une balle dans la tête. Parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne rien laisser de vivant derrière eux. Et quand ils reçoivent un ordre, ils obéissent. Les SS. Het Russische leger rukt verder op. De SS verhuist veel gevangenen naar kampen nog dieper in Duitsland. Et là, on nous a fait monter dans les wagons. Mais on n'a pas pu s'asseoir, on n'a pas pu se coucher. On a dû rester debout et ils ont poussé le maximum de prisonniers dans chaque wagon. Ils ont fermé les portes et le train est parti. Alors je ne raconte jamais ce qui s'est passé dans ce train. Jamais. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'après plusieurs jours, après 6 jours, où ils n'ont jamais ouvert les portes, on est sortis une quinzaine de survivants. J'ai gardé cette photo de Nelly, d'abord cachée dans ma poche de la veste que j'avais reçue à Auschwitz. Je la regardais de temps en temps, mais je dis, mais c'était ma vie avant. C'était ma vie avant. Et quand je ne pouvais pas penser à ma vie avant, je ne pouvais pas penser à Nelly non plus. Ce n'est que quand je suis rentré en Allemagne, que l'Allemagne était bombardée, je me dis, tiens, là, il n'y a plus de chambre à gaz. J'ai peut-être une chance d'en sortir. Je vais peut-être la revoir. Et là, je me suis accroché à cette photo. Mon père avait fait la marche de la mort et il s'est enfui et les Allemands l'ont mis dans un cachot, là-bas à Theresienstadt. Il est resté dans ce cachot. On ne lui a pas donné ni à manger ni à boire. Donc quand les Russes sont arrivés, la Croix-Rouge d'abord, il était trop tard pour le sauver. Donc il est vraiment mort de faim quoi, et de soif. In Boegenwald, dat was in april 1945, was Emiel ten einde, hij kon niet meer. Hij was een sterk man, hij had bijna 3 jaar concentratiekamp overleefd. Maar hij voelde dat het einde nabij was. En hij heeft zich verstopt onder de lijken, want daar was het warm. En hij heeft het geluk gehad dat kort daarop de Amerikaanse troepen onder leiding van generaal Patton in Boegenwald aangekomen zijn en het kamp bevrijd hebben. La première chose qu'on fait, c'est acheter du rouge à lèvres. C'est humain, c'est féminin, c'est... Je ne sais pas comment réagissent d'autres personnes, mais nous, c'était comme ça. Redevenir une femme.
Je crois en l'homme. Parce que finalement, le bon va toujours revenir. L'homme a besoin d'être bon. L'homme a besoin d'être bon. Zijt je niet blij? Ik zeg, voor u moet ik blij zijn. Voor mijn vader, voor mijn zuster. Mijn moeder uit verdriet gestorven. Allemaal. C'était pas des héros. Vous savez, les héros, c'est ceux qui se sont battus. Ceux qui ont survécu au camp, c'était des loques humaines. C'était des gens qui, voilà, ils avaient eu la chance de ne pas mourir. Oublier le passé et aller en avant. Voir la lumière au fond du tunnel.